Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Nous sommes donc au mois d'octobre et c'est un mois qui est dédié à la lutte contre les cancers féminins à travers le monde et singulièrement sur le continent africain. Et pour en parler de ce sujet d'actualité sur ce plateau, je suis avec Mireille. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux téléspectateurs. Nous sommes également en compagnie de deux invités. Nous avons sur ce plateau Alice Antchoué. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également sur ce plateau une psychologue clinicienne. Il s'agit de Christelle Bengon. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors, tout au long de ce mois d'octobre, on parle de la lutte contre les cancers féminins, un sujet d'actualité. Les cancers, c'est aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 70% du taux de mortalité dû à des cancers. Et quand on parle des cancers féminins, on fait référence beaucoup plus au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Tout au long de cette émission, nous aurons des spécialistes et nous serons en décrochage avec Dakar au Sénégal et nous serons également avec Yaoundé au Cameroun, Mireille. Oui, bien sûr, pour le Cameroun, nous serons avec Carole Guissot. Avec elle, nous verrons le professeur Paul Ndom. Il est chef de l'unité d'oncologie à l'hôpital général de Yaoundé. Et puis nous aurons également le témoignage d'une patiente atteinte de cancer. Pour le Sénégal, avec Penda Silalo, nous serons avec le docteur Fatma. Elle est spécialiste dans la lutte contre les cancers féminins. Et selon l'OMS, Mireille, aujourd'hui, on parle de 70% du taux de décès dû à ces cancers féminins. Alors, avec nos invités sur le plateau, nous allons tout au long de cette émission débattre de cette problématique, un problème sérieux, un problème qui focalise l'attention des dirigeants du monde entier et singulièrement sur le continent africain. Et le Gabon n'est pas en marge de cette lutte contre les cancers avec aujourd'hui un service de cancérologie qui a été mis en place par le gouvernement gabonais. Ensuite, on a la première dame du Gabon, Sylvia Bogo Ondimba, qui a mis en place une fondation qui accompagne ces malades, ces victimes du cancer féminin, notamment celui du sein et du col de l'utérus. Nous allons commencer avec Alice Antchoué. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notre invitée et déjà, vous avez parlé longtemps avec Mireille, notre présentatrice ici. Et vous sortez de cette maladie-là. Dites-nous déjà, combien de temps vous avez été malade ? Aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans que vous avez fait la maladie ou 6 ans que vous avez été dépistée positive? 6 ans quand j'ai été dépistée positive. Ouais. Après ces dépistages-là, comment ça s'est passé? Vous avez été pris en charge? Est-ce que vous avez fait la maladie? Parce qu'on dépiste la maladie, maintenant on peut faire aussi la maladie comme on peut ne pas la faire. J'ai pas fait de maladie. Oui, expliquez-nous comment ça s'est passé. Je faisais le ménage à la maison, hein, oui. Et le panier est tombé. Et j'ai constaté que c'est vrai qu'au départ, nous n'avons pas la même grosseur sur les deux seins. Et quand j'ai palpé, j'ai constaté qu'il y avait une masse dans le sein gauche. Une masse, c'est cette espèce de boule-là? Oui, une espèce de boule dans le sein gauche. Donc on était samedi, lundi, je suis allée voir le docteur Meillot-Olivier. Mais comme j'étais déjà, il y a 2 semaines, j'étais déjà chez lui, il n'a pas voulu me faire une consultation. Donc il m'a juste donné des bons d'examen. Je suis allée faire les examens et c'est là où le radiologue m'a dit de voir rapidement le gynécologue. Ce que j'ai fait. Et par la suite, docteur Meillat a demandé qu'on fasse une intervention. Bon, on a envoyé le prélèvement à la NAPAD, à l'hôpital militaire, qui a pris plus de temps que prévu. Parce qu'il était dit qu'au bout de 2 semaines, on allait avoir les résultats. Finalement, on a fait plus de 2 mois sans avoir les résultats. Et après ça, j'ai commencé cette longue période-là, donc ce qui veut dire la chimiothérapie. J'ai eu 9 séances de chimiothérapie et 33 séances de radiothérapie. Et après ça, il y a une autre intervention qui était plus lourde parce qu'il fallait enlever toutes les cellules qui avaient en fait séché dans le sein gauche. Et là, voilà pourquoi je dis qu'elle était plus lourde. Et là, cette fois-ci, c'est plus le docteur Meillet qui m'a opéré. C'était le professeur Meillet, Jean-François, qui m'a opéré. Ouais.
Alors moi j'ai juste une question, c'est 6 ans de combat, mais le premier combat a sûrement été celui d'accepter le statut. Comment vous avez accepté votre statut en tant que malade? Après l'annonce, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais seulement comme le professeur m'avait décelé un cancer du sein. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Et puis après, je me suis dit, bon, même si je ne comprends pas de quoi il s'agit, on parle d'un traitement, je veux le faire. Vous parlez de cette découverte-là, vous étiez en train de faire votre ménage et puis comme ça, le pain est tombé, vous avez remarqué que vous avez une masse, donc cette boule-là dans le sein. Mais est-ce que bien avant de remarquer ou bien de constater que vous avez cette boule-là, il n'y a pas de signes? Non, moi, j'ai pas eu de signe. J'ai pas eu de signe. J'ai pas eu de douleur, en fait. J'ai pas constaté que j'avais une douleur dans le sein. J'ai jamais eu ça. Alors, sur ce plateau, Mireille, nous sommes également avec Christelle. Elle travaille dans ce milieu-là de prise en charge dans une structure de l'État. Et Christelle, expliquez-nous aujourd'hui comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des symptômes? Vous qui suivez au quotidien ces patientes victimes ou atteintes de ces maladies, est-ce qu'il y a des signes? Bon, la majorité des patients que nous recevons en consultation psychologique, lorsque nous leur demandons un peu de nous relater les premiers moments de cette maladie, rares sont ceux qui nous parlent de douleurs au niveau du sein ou au niveau du bas-ventre. Ils sont assez rares. Mais je ne peux pas me prononcer en tant que telle parce que généralement, les premières personnes qu'elles vont rencontrer sont les gynécologues. Oui. D'accord ? Mais quand on essaye de faire un peu l'historique de la maladie, elles vont juste vous dire que j'ai senti comme une petite gêne au niveau du bras ou de l'épaule, et puis j'ai touché, j'ai senti une petite masse ou une petite boule au niveau du sein, mais on ne nous parle pas très souvent de fièvre, de douleur ou de malaise à grande échelle, non. Et il faut dire aussi, Mireille, qu'il y a une différence entre le cancer du sein, parce que lui, il attaque le sein, et puis celui du col de l'utérus. On suppose que les manifestations ne sont pas les mêmes, Christelle. Oui, les manifestations ne sont pas les mêmes. Bon, de ce que je sais, je m'en tiens toujours au discours des patientes, parce que les personnes les mieux placées auraient été les médecins, n'est-ce pas, les spécialistes en cancérologie, ou alors les gynécologues, qui sont les premiers intervenants dans la prise en charge. Mais pour ce que je sais du discours des patients, disons qu'il y a, lorsqu'ils parlent du cancer du col de l'utérus, ça va d'abord sur des plaintes de douleurs au niveau du bas-ventre. Et là, par contre, voilà, on a des signes, donc des douleurs au niveau du bas-ventre et des saignements abondants, soit pendant les menstrues, donc on a des saignements qui ne sont pas toujours normaux, comme ceux qu'ils ont l'habitude d'avoir, ou alors des saignements entre les menstrues, ou encore ce sont bien sûr des saignements parfois sanguinolents, ou des pertes qui sont en abondance et qui sont malodorantes. Donc il y a souvent ce genre de petits signes, des douleurs pendant l'acte sexuel aussi, qui reviennent lorsqu'après on se rend compte que derrière il y a sûrement un cancer du col. Alors aujourd'hui, la recommandation de l'OMS, Mireille, c'est dépister précocement si on veut guérir, si on veut atteindre le maximum de femmes. Alors je vais m'adresser à Christelle et puis à notre invitée ici. Comment se passent les dépistages? Est-ce que tout le monde est convié à ces dépistages? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge bien précise? C'est vrai qu'on parle de la quarantaine, mais le cancer ne touche pas que les femmes de la quarantaine. Oui, ça ne touche pas malheureusement que les femmes de la quarantaine. Je ne dirais pas non plus que bien heureusement non pour ces femmes-là. Mais disons qu'on se donne cet âge par rapport aux activités justement, dont particulièrement l'activité sexuelle et les maternités, d'accord? Mais aujourd'hui, on fait le dépistage, par exemple, à une jeune fille, on va lui apprendre à se palper les seins, parce que dès l'âge de 15 ans, même encore, c'est un peu trop tôt, disons 18 ans, on commence à apprendre aux jeunes filles à se palper les seins. Maintenant, pour celles qui ont déjà une activité sexuelle
précoces, donc qui ont commencé à avoir des activités sexuelles à un âge, disons 12, 13, 14 ans, on peut commencer à demander de voir de temps à autre le gynécologue à cause de ce virus, papillomavirus, si je ne me trompe, que les médecins m'excusent si je me trompe, mais je crois que c'est bien le nom du virus en question, qui se transmet, qui peut être la cause de certaines maladies sexuellement transmissibles et donc engendrer aussi des problèmes au niveau du col de l'utérus. Donc à cause de ce fait-là, on demande aux jeunes filles qui ont déjà une activité sexuelle d'aller voir les gynécologues assez souvent et de se faire dépister à partir de 18 ans aussi, si je ne me trompe. Mais pourtant, selon l'OMS, le nombre de nouveaux cas et la mortalité cancéreuse est toujours en augmentation malgré les dépistages, malgré les campagnes en charge. Octobre Rose organisées un peu partout dans le monde. Bon, oui, c'est malheureusement le constat qu'on fait parce que bon, il faut reconnaître qu'ici, je vais parler en Afrique en général et au Gabon en particulier, on n'a pas trop la culture de faire un check-up, par exemple, aller voir le médecin. On n'y va que lorsqu'on a un bobo particulier et parfois on va avec beaucoup de retard parce qu'on commence d'abord par une prise en charge médicale personnelle qui se fait à la maison. Donc j'ai un mal, je prends un produit pour me calmer ou alors j'en parle à une amie qui me dira qu'elle aussi a eu le même souci et puis va elle aussi me donner des médicaments qui sont propres à ce qu'elle a eu. Donc c'est une culture qu'on n'a pas d'aller de courir auprès d'un médecin lorsqu'on a un malaise particulier. Ça fait que bon, les prises en charge sont retardées. Et souvent même le dépistage ou la découverte de la maladie se fait avec beaucoup de retard et donc ça rend encore plus difficile la prise en charge. Est-ce que c'est pas dû au fait que la campagne n'a lieu qu'une fois par an et tout au long de l'année pour se faire dépister, il n'y a pas cette gratuité-là qui est, c'est pas obligatoire, qui est systématique dans les structures hospitalières? Vous êtes dans un milieu hospitalier, du secteur public à Libreville. Est-ce que c'est tout au long de l'année qu'on fait ces dépistages-là contre les cancers? Pour parler de l'Institut de cancérologie, nous avons les dépistages tout au long de l'année. Mais c'est pas gratuit? Nous le faisons, oui, disons que c'est pas gratuit. Maintenant, parce qu'au départ, oui, c'était gratuit. Maintenant, ce n'est plus gratuit. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le coût du matériel derrière. Donc, mais on le fait au niveau de l'Institut de cancérologie tout au long de l'année. Comme je le disais, les mercredis, on organise des dépistages du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Maintenant, au mois de septembre, c'est un mois particulier par rapport à l'histoire justement de la première dame qui a aux États-Unis. Voilà, donc c'est par rapport à cette histoire liée au cancer du sein de cette dame-là que ça a été institué cet octobre rose où il y a la gratuité effective en milieu hospitalier. Et il faut dire que cette gratuité, c'est partout, c'est dans toute l'Afrique, c'est dans toutes les capitales africaines que se déroulent ces dépistages Mireille. Au niveau du Gabon, c'est dans les SMI et c'est dans les centres médicaux de tout le pays. Et pour la circonstance, les sages-femmes, les praticiennes de soins sont mises à contribution. Et nous allons poursuivre Mireille, cette fois-ci avec des témoignages. On parlait de décrochage avec le Sénégal, Dakar, et puis Yaoundé au Cameroun. Oui, bien sûr, pour Yaoundé, pour le Cameroun, avec Carole Guissot, nous allons justement tenter de la joindre. Alors, bonsoir Carole. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de la Belle Télévision, principalement les téléspectateurs de l'émission Entre elles, et bienvenue au Cameroun où le cancer sévit. On vous propose un état des lieux des maladies cancéreuses avec le professeur Paul Ndom. Il est le chef de l'unité d'oncologie à l'hôpital général de Yaoundé, un hôpital de référence spécialisé dans la prise en charge des maladies cancéreuses.
le cancer est préoccupant, c'est un problème de santé publique. Santé publique parce que le nombre de cas que nous recevons, les problèmes que posent ces malades interpellent beaucoup de responsables du ministère de la Santé. Pour nous, le cancer est un véritable problème de santé publique. Recevoir 15 000 nouveaux cas par an, c'est énorme. Avoir en moyenne 1000 malades dans un seul service d'oncologie à l'hôpital général de Yaoundé par an, c'est énorme. Et quand vous savez dans quelle phase nous recevons ces malades, qu'est-ce qui nous pose comme problème, quelles difficultés ils ont, ce problème est préoccupant et le ministère de la Santé a créé tout un programme national de lutte contre le cancer qu'on appelle le Comité national de lutte contre le cancer, qui essaie de coordonner la résolution de ce problème dans tout le pays. Quand on sait qu'il y a 10 régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un truc préoccupant, c'est un problème préoccupant. Du cuir chevelu jusqu'à la plante du pied, chaque partie du corps peut faire un cancer et ces cancers, on les trouve ici au Cameroun. Donc je peux citer 5 premiers cancers. Je parlerai d'abord du cancer du sein qui est gardé la palme d'or depuis plus de 10 ans. C'est le premier cancer. Et il y a les lymphomes. Les lymphomes, ce sont des cancers qui touchent les ganglions. Les ganglions, c'est à l'aisselle, c'est au cou, où il y a la région cœlio-mésentérique qui est dans le ventre, et il y a les lymphomes. Après, ces lymphomes maintenant sont majorés à cause du VIH qui également provoque ces cancers. Il y a les sarcomes de Kaposi. C'est un espèce de cancer des petits vaisseaux, mais qui touche toute la peau et qu'on retrouve souvent chez les malades VIH positifs. Mais en Afrique centrale, on a aussi des sarcomes de Kaposi endémiques. Je n'oublierai pas le cancer du foie, madame. C'est un cancer qui est également fréquent, dû certainement à l'hépatite et à nos modes alimentaires aussi, où on consomme des grains mal conservés qui ont un champignon qui finit par créer le cancer du foie. Et il y a aussi les cancers colorectaux qui occupent une place importante. J'ai failli oublier le cancer du col, qui est le deuxième cancer de la femme. Voilà les principaux cancers, mais les enfants ne sont pas épargnés. J'ai cité les lymphomes, ça les touche aussi, mais il y a les rétinoblastomes qu'on trouve chez eux, il y a les ostéosarcomes, et voilà des cancers, sans oublier la leucémie. Voilà les cancers qu'on retrouve plus chez les enfants. Donc vraiment, chaque partie du corps a son cancer et on retrouve ça dans notre pays. 66% des cancers concernent les femmes. Et pour cela, c'est à cause de ce cancer du sein qui est très fréquent, bien que les hommes sont de l'ordre de 2 à 3% de cas de cancer du sein, ce cancer touche d'abord la femme. Donc ça c'est indiscutable. Et ensuite, les cancers au Cameroun sont des cancers jeunes, c'est-à-dire que c'est les personnes de moins de 50 ans qui sont majoritairement touchées par les cancers. La particularité des cancers au Cameroun aussi, c'est que 80% de nos cancers arrivent à des phases avancées. Quand on dit phase avancée, c'est le stade 3 ou 4, c'est le stade métastatique, c'est le stade où la chirurgie initiale est un peu compromise à cause de l'envahissement. Donc il faut souvent faire ce que nous appelons une chimiothérapie première, une chimiothérapie néoadjuvante pour essayer de diminuer la taille avant que le chirurgien prenne la relève pour voir si l'exérèse est possible. Oui, Mireille, justement, Carole vous parlait de ce spécialiste-là ou encore de ces malades victimes de cette maladie qui souffrent des cancers. Et pour la circonstance, elle a parlé de quelques témoignages, Mireille. Oui, bien sûr, témoignage, c'est une patiente qu'on va appeler Victoire, qui justement comme ça va parler de son histoire, qui va témoigner. Par contre, elle est atteinte de cancer. Elle va parler justement de la prise en charge, du coût financier, cancer du col, du traitement, cancer de l'utérus.
cancer du sein, du coup du traitement aussi, et aussi de la difficulté justement que les malades ont de supporter le traitement avec tout ce que ça comporte. Comme effet secondaire. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'après, Christelle pourra justement comme ça peut-être nous donner beaucoup plus d'éclairage. Voilà. Donc on regarde le témoignage. On va dire en fin 2017. Donc j'avais quelques petits malaises là qui à chaque fois étaient là et j'ai pris beaucoup de temps avant d'arriver à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital en juillet 2018. Donc j'ai pris pas mal 7 à 8 mois avant de me décider de venir à l'hôpital. À part ça, il y avait la boule dans le sein qui était en train de prendre forme. Mais c'était juste une petite boule négligeable. Parce que parfois on dit souvent que quand une femme est en période de menstruation, il y a parfois des petites boules qui apparaissent, après ça disparaît. Oui, donc je me disais que c'était rien de grave. J'ai palpé parce que j'avais assisté à un séminaire de la semaine rose, donc où on demande aux jeunes femmes de pouvoir palper et tout. Donc j'avais participé à ça. Dans un état un peu avancé, nous les Africains, quand parfois ce genre de choses arrivent, on va se dire, bon, on va d'abord prendre les produits naturels, on va aller vers les naturopathes et tout, qui vont prescrire leurs médicaments et tout. Donc c'est ce que j'ai pris pendant de décembre 2017 à, on va dire, à mars-avril 2018. On constatait que la boule ne rétrécissait pas, au contraire, ça ne faisait qu'évoluer. Et ma grande sœur, je remercie vraiment beaucoup le Seigneur pour elle. Donc elle est partie voir le naturopathe et lui a dit, tu es un charlatan. Tout ce que tu as promis à ma sœur, elle n'a vu aucun effet. Donc vraiment, tu as la chance, sinon je te porte plainte. Mais qu'à cela ne tienne, je l'amène avec moi. On va aller voir les spécialistes. Donc nous sommes arrivés à l'hôpital général, ici à Yaoundé. Et quand nous sommes arrivés, on a rencontré un oncologue au niveau de l'hôpital gynéco. Il a fait les examens et tout. À ma grande surprise, c'est que le médecin même qui a regardé mon sein m'a directement diagnostiqué sans même faire les examens, sans même faire les tests en fait, parce que l'état du sein était déjà devenu effrayant en fait. Il faut le dire ainsi. Elle a dit sûrement tu es au stade terminal du cancer. Et j'ai dit attends, stade terminal. Mais elle m'a dit quand même on va faire les examens pour confirmer cela. On a donc fait les examens et j'étais au stade 2. J'étais au stade 2 de la maladie. Mais ce qui était étonnant vraiment, c'est que l'état du sein et le niveau du cancer qui est au stade 2, il y avait contraste. Parce que le stade du sein était devenu vraiment, passez-moi le thème, horrible. Et avec des plaies et tout, ça coulait, ça saignait. Ils ont écrit une lettre qui m'ont demandé d'aller rencontrer le professeur Ndom. Il m'a mis sur chimio et on a commencé le premier protocole. Et au bout du 3e, 4e, ça ne réagissait pas. C'est là où on m'a envoyé pour faire la radiothérapie à Douala. Quand nous sommes arrivés à Douala en mars de ce mois de 2019, on s'est rendu compte que la maladie avait déjà commencé à attaquer l'autre sein aussi. Malheureusement, la radiothérapie m'a créé un dysfonctionnement du cœur. Mon cœur ne réagissait plus normalement. Donc tout ce que je mangeais, tout ce que j'avalais, tout ce que je buvais, descendait dans mes pieds, tout l'eau que je buvais. Ça descendait dans mes pieds, mes mains, ma face même, et le ventre qui ballonnait à tout moment. Ça coûte énormément. Parce que s'il faut regarder
combien on a déjà dépensé depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ce n'est pas des chimios de 40 000. Ce sont des chimios de 90 000, 100 000. Et c'est 100 000 comme ça tous les 3 semaines. Donc si vous êtes dans une famille où vous n'êtes pas unis, vraiment il y a des gens qui abandonnent la malade et la malade décède. Le message ou alors le conseil que je peux passer aux femmes qui peut-être quand elles tâtent leur sein et découvrent qu'il y a une boule, vraiment première des choses, aller à l'hôpital. Allez d'abord à l'hôpital. C'est vrai que Dieu a béni toutes ces herbes-là, mais on peut associer, c'est-à-dire que pendant que vous prenez vous faites votre chimio, on peut vous faire quelque chose de naturel que vous buvez pour équilibrer votre organisme. Mais dire que ça va soigner complètement le cancer, vraiment, je ne suis pas convaincue. Parce que si ça soignait, c'est qu'en 3-4 mois que j'ai pris ça, c'est que j'ai été guérie. J'ai peut-être la grâce qu'en 2 ans de maladie, surtout avec en plus le problème du cœur, mon médecin, elle est parfois enthousiaste, étonnée, voir que tu fais comment pour vivre. Je lui dis c'est la grâce de Dieu. Mais beaucoup meurent, je vous assure. Parfois même dans ma chambre, quand je suis parfois dans la chambre d'hôpital avec d'autres malades, vous découvrez que quand vous revenez le matin, on vous dit que tel est parti. Le cancer du sein tue. Il faut dire également qu'on guérit du cancer. Alors, Mireille, après ce témoignage, on a cette patiente depuis le Cameroun qui a parlé un peu de sa maladie, de tout ce qu'elle a enduré, de tout ce qu'elle vit tout au long de cette maladie. Et sur ce plateau, nous avons Christelle qui est là pour nous parler de cette maladie. On a également Alice. Qui est à notre compagnie. Comment on supporte cette maladie? Est-ce que c'est très pénible de vivre avec un cancer du col, un cancer du sein? Est-ce que c'est difficile, Alice? C'est très difficile de vivre avec, c'est très difficile de surmonter ça. D'abord pour soi et tout autour. La famille, les amis et au travail aussi. Parce qu'on n'est plus la même, on est méconnaissable pendant la chimio. Après la chimio, la longue période de la radiothérapie, on n'est plus la même. Et parlez-nous de cette chimio-là, comment ça se passe? Est-ce que c'est des prélèvements? Est-ce que c'est des soins intensifs? Comment ça se passe? On va dire en fait, ce sont des sérums, ce sont des glucosés qu'on vous met avec des produits. Oui. Mais sauf que, bon, moi, personnellement, les 3 premières séances, j'étais bien. Je vomissais pas. Après la 3e séance, que je ne me reconnaissais plus, je vomissais tout le temps. Et puis, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je les avais bien longs, mais j'ai commencé à les perdre. Après, le professeur m'a proposé de mettre une perruque, mais que je n'ai pas supporté parce que quand j'ai mis la perruque, j'avais des violents maux de tête. Donc finalement, j'ai laissé la perruque, je me suis fait raser complètement le crâne. Et après, j'ai commencé à maigrir, mais maigrir beaucoup. Et je ne me reconnaissais plus parce que c'était plus moi. Et au travail aussi, et comme je ne pouvais pas en parler parce que je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas que les gens me jugent. Je ne voulais pas que les gens aient pitié de moi. En fait, c'est ça. Donc je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais malade. Donc j'ai dû supporter ça avec ma fille, maman et ma mère, c'est tout. Alors Christelle, est-ce que ces produits-là, ils sont extrêmement dangereux? Parce que quand on écoute Alice Anichoué, elle parle de la difficulté de cette maladie et puis les effets secondaires sur son organisme. Et du coup, elle a eu une santé qui s'est dégradée, un organisme qui a perdu toute sa saveur. Est-ce que ces produits sont dangereux pour le malade?
Bon, j'émets quand même un peu de réserve dans mes réponses parce que c'est pas trop mon domaine. C'est beaucoup plus le domaine médical. Mais oui, la preuve, c'est qu'on les appelle des drogues. Donc, elles n'ont pas seulement pour effet de tuer les cellules cancéreuses, mais elles s'attaquent à toutes les cellules du corps. Donc, c'est ce qui entraîne toutes ces modifications qu'on observe. Il y a des troubles digestifs, pardon. Il y a des modifications de l'humeur aussi qui peuvent intervenir. Au niveau de la peau, on a un noircissement de la peau. On a certains qui perdent leurs cheveux considérablement. Et après tout ça, il faut le reconnaître, joue beaucoup dans le moral du patient ou de la patiente, d'accord? Parce que déjà le cancer féminin est tel que connu, donc le cancer du sein, le cancer de l'utérus, ont tendance à avoir une répercussion psychologique sur la féminité, parce que ça touche à la féminité, ça touche aux organes sexuels, ça touche aux organes de séduction aussi. Donc ça fait que vivre ces maladies, c'est assez difficile. Imaginez une jeune fille qui est en train de commencer à entrer dans la vie adulte, qui prend plaisir à se regarder au miroir avec une belle poitrine, un beau derrière et tout ce qu'il y a d'agréable aux yeux d'une femme ou d'un homme, et qui maintenant va se voir du jour au lendemain privée de cet attribut-là. Ou encore celle qui a peut-être le désir d'enfant, qui va se voir ne pas pouvoir accomplir ce désir-là parce que malheureusement, à cause du cancer de l'utérus ou du col de l'utérus, on va devoir lui enlever la matrice. Donc c'est assez lourd. C'est compliqué à vivre. Pour la personne même, c'est aussi compliqué pour l'entourage. Lorsqu'on enlève un sein, il faut avoir le courage de se remettre, par exemple, toute nue pour une femme mariée devant son époux et accepter le regard de cet époux-là sur ce corps qui est modifié. Mais justement, comment vous accompagnez ces dames qui comme ça se trouvent avec un physique qui a changé, on ne se reconnaît plus dans la glace? Comment vous arrivez à accompagner ces patients? Est-ce que leurs partenaires, leurs époux, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils compatissent, est-ce qu'ils les accompagnent? Bon, rares sont les époux qui accompagnent leurs femmes. Rares sont les époux? Oui, très rares sont les époux. Et c'est un constat assez malheureux parce que la majorité des cas, c'est une fois que la femme est enceinte, une fois que la femme est atteinte d'un cancer, s'ils ne sont pas mariés, c'est l'occasion pour ne plus se marier. Si ils sont mariés, il y a rupture, parfois jusqu'au divorce, ou bien abandon tout simplement. Maintenant, nous avons des cas, oui, quand même, où j'ai malheureusement, je ne peux pas citer son nom comme ça, mais je suis sûre que même si je le faisais, ça ne la dérangerait pas, parce qu'elle témoigne à visage découvert aussi, qui, elle, après la découverte de son cancer, s'est mariée 3 mois plus tard. Elle s'est mariée à la coutume, elle s'est mariée à l'état civil et aujourd'hui elle vit avec son époux, elle est heureuse. Donc il a accepté avec cette nouvelle personne qu'elle est devenue à cause de la maladie. Donc il a aimé pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a. Voilà. Or parfois ce n'est pas le cas dans les couples. Les gens ont tendance à se retirer un peu. Alors donc, Mireille demandait comment on fait pour accompagner un peu ces personnes. Ce n'est pas toujours facile pour nous. Parce que l'accompagnement dépend d'abord de la patiente elle-même. Il faut que la patiente désire être accompagnée. On ne force pas la main, d'accord? Mais on reste présent, un peu dans l'ombre, jusqu'à ce que la personne décide de s'ouvrir, nous donne une petite brèche et à ce moment, on fait l'accompagnement. Mais on fera l'accompagnement en fonction des besoins que vont exprimer la patiente. Et c'est quoi cet accompagnement-là? Est-ce que c'est l'habillement? C'est quoi votre accompagnement? Non, c'est beaucoup plus dans l'acceptation de la maladie d'abord. Ensuite, tout au long, parce que l'acceptation, ça commence
à l'annonce de la maladie, d'accord? Donc, tout au long du processus médical, donc toute la démarche thérapeutique qui va être mise en place, la chimio, s'il y a radiothérapie, s'il y a chirurgie, on est également présent. On prépare le patient aux différents moments. Donc, s'il y a une chimio à faire, on va préparer le patient à chimio. On va l'aider déjà à accepter plus ou moins ou à se préparer à vivre les effets indésirables et puis s'assurer ensuite de comment c'est vécu lorsqu'il y en a qui se présentent. Quand il n'y en a pas, c'est tant mieux. Après, il faut également aider le patient à annoncer la maladie à la famille s'il désire le faire. On ne va pas l'annoncer à tout le monde. Une maman peut dire, bon, j'ai 5 enfants, je vais l'annoncer juste à l'aîné. Oui. Ou bien je veux juste me contenter de mon époux, je ne veux pas dire à mes enfants, donc mon époux et puis peut-être mon père ou ma mère en tout cas. Donc il faut accompagner la patiente dans cette décision-là parce qu'elle aura besoin d'un soutien bien sûr familial. Et après, lorsqu'il y a différentes interventions médicales qui sont mises en place, on accompagne également le patient. Donc c'est le choix, l'acceptation. Généralement, les médecins viennent souvent nous dire on doit faire une opération, c'est vital pour cette patiente. Il faut par exemple qu'on lui enlève son sein. La patiente n'est pas d'accord. Notre objectif à nous, ce n'est pas d'amener la patiente à accepter l'opération parce que le médecin le veut, mais à accepter l'opération parce qu'elle est consciente du bien fondé de l'acte qui va être posé. D'accord? Donc si c'est parce que le médecin le veut, on n'a pas gagné. Parce qu'elle le fera comme par obligation. Mais après l'opération, le médecin ne sera plus là. Ouais. Vous comprenez? C'est elle maintenant qui va faire face à cette nouvelle personne qu'elle est. Donc il faut qu'on lui fasse comprendre plutôt qu'elle doit accepter l'opération pour un bien précis. Et si elle a compris, à ce moment, quand elle fera son opération, quand elle reverra ce nouveau corps, elle aura plus de facilité à appréhender, à accepter cette nouvelle personne qu'elle est devenue. On va poursuivre cette fois-ci avec des témoignages également, mais des médecins spécialistes qui reviennent sur la situation des cancers du col et du sein à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal, avec notre point focal à Dakar. Cette lutte, elle se fait sur tous les plans, sur le plan administratif, juridique, et sanitaire et de la recherche. Ça, ce sont les vocations de la Ligue qui a été créée en 1985 et qui a été relancée en 2009. C'est la lutte contre le cancer dans toutes ses formes et nous soutenons dans cette lutte-là, nous soutenons les malades du cancer dans leur traitement, dans leur prise en charge. Nous faisons beaucoup de plaidoyer, nous faisons surtout de la sensibilisation et de la formation. Le nombre de cas de cancer augmente au Sénégal. Nous avons plus de 10 000 nouveaux cas de cancer et quand les cancers gynécologiques sont les plus importants, leur prévalence est plus élevée, à savoir le cancer du col de l'utérus et du sein, mais ce sont les chiffres du Globocan. Nous n'avons pas encore les chiffres réels du Sénégal parce que les chiffres réels, on n'a pas de registre de tumeurs fonctionnelles pour connaître les chiffres réels. Nous n'avons que des chiffres de l'Institut du cancer qui ne représentent peut-être qui ne représentent pas la réalité, mais parce qu'il y a d'autres hôpitaux qui prennent en charge les malades du cancer. On n'a pas encore tous les chiffres. La prise en charge des malades du cancer passe par la chimiothérapie, par l'intervention chirurgicale et par la radiothérapie. Nous avons 2 structures publiques qui prennent en charge pour la radiothérapie, à savoir l'hôpital Dantec, à l'Institut du cancer, et Dalal Jamm. Récemment, il y a une structure privée qui prend en charge pour la radiothérapie.
Et donc, je pense que partout, on peut faire des interventions sur le cancer, parce qu'il y a quand même le nombre de spécialistes commence à augmenter un peu. Donc, il y a Principal qui prend en charge, il y a Ogui qui prend en charge, il y a Dantec à l'Institut du cancer, qui sont les principales structures où on prend en charge les cancers, mais il y a des structures privées aussi qui prennent en charge les malades du cancer. Nous sommes dans la période du mois d'octobre. Ce mois d'octobre qu'on appelle Octobre Rose, qui est dédié uniquement au cancer du sein, mais nous, quand même, nous faisons des actions sur le cancer du col aussi. Et donc, je donne un exemple. La première consultation du mois d'octobre qui a été effectuée ici, nous avions eu 1137 femmes qui sont venues d'elles-mêmes se faire examiner. Là, en consultation décentralisée à Podor et à Dagana, environ plus de 900 femmes qui ont été examinées, à Podor 308, à Dagana plus de 600. Et en fait, vous voyez des femmes qui viennent prendre leur bon de mammographie subventionné pendant tout le mois d'octobre, du 1er au 31. L'Institut Curie est un institut du cancer, donc un centre de référence. Quand on parle de centre de référence, on sait que toutes les patientes pratiquement qui sont dépistées sont envoyées, bien que la prise en charge se fait timidement quand même dans d'autres structures. Théoriquement, la prise en charge devait être beaucoup plus aisée. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a quand même parfois quelques problèmes. Déjà, avec le nombre de patients que nous recevons, parfois on a un retard, surtout pour avoir des rendez-vous qui sont un peu éloignés. Une fois que le malade a son rendez-vous, c'est les consultations qui démarrent. Et ce n'est pas que la patiente est vue aujourd'hui, le diagnostic est posé le même jour. Donc, c'est vraiment des analyses qui sont demandées. Les patientes parfois sont fatiguées, à force de faire des va-et-vient, voilà. Donc, en général, quand même, on peut avoir un délai de 1 à 2 mois, voire 3 mois, pour que le diagnostic soit posé quand même. Ouais. On ne peut pas dire qu'il y a suffisamment de spécialistes. Les spécialistes, on n'aura jamais suffisamment. On n'aura jamais suffisamment. Non seulement il n'y en a pas suffisamment, mais le peu de spécialistes qu'il y a sont pratiquement tous regroupés à Dakar. Donc les régions quand même sont un peu laissées en rade. Ouais. Ils viennent jusqu'à Dakar? Ils viennent jusqu'à Dakar. Même ce matin, j'ai eu une élève qui a 15 ans, chez qui on suspecte une lésion du sein. Donc dès qu'il y a un nodule, les parents sont affolés. Elle est en classe de 3e, mais elle a dû laisser ses études pour venir se faire consulter. Donc maintenant, une fois que le diagnostic de cancer est posé, là on dit que madame, vous avez un cancer. Madame, vous avez un cancer, ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache le cancer, il va jusqu'où chez vous, c'est-à-dire le stade de la maladie. Et pour avoir le stade également, c'est encore d'autres analyses qu'on demande, c'est d'autres bilans. Des analyses qui peuvent aller du scanner. En général, c'est le scanner qui prend pas le corps entier, mais qui va juste du thorax jusqu'au niveau du pelvis pour voir. Il y a des analyses de sang à faire. Et là, le diagnostic est carrément posé avec le stade. Et une fois cette stratégie diagnostique terminée, il faudrait qu'on passe à la stratégie de prise en charge, donc le traitement. Là aussi, c'est une autre cascade. Parce que le traitement, les gens, en général, ils pensent que dès qu'on parle de cancer, c'est il faut opérer. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est une partie. Bon, souvent, c'est quand même une pierre angulaire dans la prise en charge. Mais ce n'est pas que la chirurgie. On a d'autres modalités thérapeutiques, notamment la chimiothérapie que tout le monde connaît. On a la chirurgie, on a la radiothérapie pour contrôler la maladie au niveau du site. On a également d'autres molécules qui existent actuellement, notamment l'immunothérapie. Mais quand même, c'est des médicaments qui coûtent excessivement cher, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ouais. Bon, ceux qui n'ont pas suffisamment les moyens, ça pose un gros problème. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de pertes de vue. Les pertes de vue, soit c'est des patientes, parce que l'autre problème qu'il y a également dans le service, on n'a pas beaucoup d'eux. Il y a beaucoup plus d'étrangers que de Sénégalais. Donc, la barrière linguistique est là. Les malades, souvent, n'ont pas... ils ont du mal à poser toutes leurs questions parce qu'il y a la barrière linguistique qui est là. Et donc, ne comprenant pas leur pathologie, souvent, elles peuvent rester à la maison. Ça, c'est un élément de perte de vue. Ou bien même,
le coût de la prise en charge. Chaque fois, c'est la patiente qui vient, on demande un bilan, ça coûte cher. Ou avant que le diagnostic ne soit posé, ils se sont déjà ruinés. Et donc maintenant, une fois qu'on vous dit, madame, vous avez tel cancer, tout ce qu'ils avaient comme bien, ils l'ont déjà dépensé pour savoir de quoi elle souffre. Et donc pour le traitement, elle se retrouve avec 0 francs. Puis le 1er octobre, on a quand même une gratuité des médicaments pour le cancer du sein et du col. Mais ce n'est pas tous les médicaments qui concernent le cancer du sein et du col. On a également d'autres associations. Et parfois, il nous arrive d'avoir des patientes, des gens de bonne volonté qui aident quand même les patientes. Souvent, c'est des malades qui ont eu à confronter au cancer, qui ont eu un parent qui souffrait du cancer. Et donc, ils ont vu le coût important de la prise en charge. Et souvent, c'est des gens qui aident, qui sont parfois présents, mais c'est quand même largement insuffisant. Bon, toutes les femmes qui nous suivent, je dirais que c'est vraiment une très bonne chose. Rien que le fait que les femmes regardent cette émission, ça permet de les éveiller. Parce que ça entre dans le cadre de la prévention. Parce que comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Le cancer est une maladie qui est bien présente. Ça, qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas, il faut qu'on l'ait à l'esprit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie d'une femme, quand on prend 9 femmes, une femme sur 9 fera un cancer du sein. Donc ça, tout le monde est interpellé. Ça veut dire que nul n'est à l'abri du cancer. La principale chose, c'est essentiellement la prévention. La prévention, une fois qu'elle est dépassée, c'est le dépistage précoce. Parce qu'il y a des patientes qui viennent à un stade qui est vraiment dépassé, où on explique aux parents que là, vraiment, on est limité par rapport aux moyens qu'on peut mettre à leur disposition. C'est souvent ce qu'on appelle un traitement palliatif. Donc, c'est un accompagnement de fin de vie. On leur dit que madame ou monsieur, vous avez amené votre femme, mais là, sur le plan médical, tout ce qu'on peut faire, c'est l'accompagner. Mettre des soins, elle a des douleurs, on donne des antalgiques. Elle saigne, on met des antiémétiques pour éviter le saignement. Mais pas vraiment un traitement pour la guérir. Voilà, Mireille, nous étions au Sénégal et au Sénégal avec notre point focal, Penda qui était avec un spécialiste. Il s'agit d'une gynécologue obstétricienne qui exerce dans une structure hospitalière publique du Sénégal. Et elle est également dans la lutte contre les cancers féminins. Elle nous faisait là un bilan détaillé de la situation au Sénégal. Et dans son exposé, elle a parlé d'une recrudescence de cas de cancer au Sénégal, une situation qui est peut-être similaire à ce qui se fait au Gabon et même au Cameroun, Christelle. Oui, malheureusement, c'est toujours pas agréable que de dire que les cas augmentent. Ouais. On aimerait plutôt voir la régression. l'effet contraire. Ouais. Mais bon, à quoi cela peut être dû? On se pose autant de questions. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la mauvaise connaissance de la maladie par les populations qui font que souvent on a tendance à négliger d'abord au départ les premiers symptômes qu'on remarque et puis après finalement on finit quand même au sein d'un institut spécialisé. Bon, il y a tellement de choses qui nous emmènent à nous poser des questions et heureusement qu'il y a des organismes aussi qui nous aident à y réfléchir tels que l'OMS et tout le reste. Alors Alice Anitoué, on remarque aujourd'hui que les personnes qui sont dépistées parfois positives des cancers du col ou du sein, parfois ces personnes sont tellement désespérées parce qu'on parle du coût du traitement qui est très très élevé dans nos pays africains. Et quand on prend le contexte Gabon, c'est pas gratuit cette prise en charge-là. Je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de patientes vivant avec cette maladie n'osent même pas franchir les structures hospitalières. Alice, vous qui avez fait la maladie, est-ce que c'était abordable? Est-ce que tout était gratuit? C'était pas gratuit. La prise en charge s'est faite, la prise en charge par la Fondation Sylvia Bongo Liba s'est faite après
Mais tout au début, c'était à mes propres frais. Si je peux le rappeler ici, j'ai été le premier cas du cancer du sein traité au Gabon. Donc, qui fait que par la suite, la fondation l'a pris en charge. Mais sinon, au début, c'était à mes propres frais. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à la chimiothérapie, c'était les 2 opérations. La chimiothérapie, c'était à mes propres frais. Et après, la radiothérapie a été prise en charge par la fondation Sylvia Boulon. Wow. Et c'est quoi justement la différence entre la radiothérapie et la chimiothérapie? Est-ce que c'est 2 stades différents? Est-ce qu'il y a une similitude? Chaque type de cancer a son traitement. Ouais. Moi, comme je le dis souvent, mon cas, oui. J'ai eu la totale. Il y a certains qui ont juste la chimiothérapie, d'autres qui ont que la radiothérapie. Et moi, j'ai eu la totale. J'ai eu la chirurgie, la chimiothérapie, et à la fin, j'ai eu la radiothérapie. Mais justement, pour revenir au coût du traitement, on peut dire que financièrement aussi, c'est un autre combat, parce qu'on parle beaucoup du coût de ce traitement, que ce soit ici, que ce soit au Sénégal, que ce soit même au Cameroun. On a l'impression que ça coûte tellement cher que pour pouvoir en guérir, est-ce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent? Il faut vraiment avoir beaucoup d'argent, parce que la grille était à 1,2 million tous les 21 jours. 1 200 000 francs CFA tous les 21 jours. Et à l'époque, je n'étais pas assurée, donc il fallait payer 90 000 pour la chimiothérapie. Voilà, Mireille, avant de nous séparer, le coup de cœur de cette semaine, Mireille, c'est le prix Nobel de la paix 2019. C'est justement, c'est Abiy Ahmed, c'est un prix de plus pour l'Afrique, une fierté de plus pour l'Afrique, pour le continent. Et justement, c'est notre coup de cœur. 6 mois à peine après son investiture, Abiy Ahmed fait la paix avec son voisin érythréen, fait relâcher des milliers de dissidents, s'excuse publiquement des violences des forces de sécurité et accueille à bras ouverts les membres de groupes exilés qualifiés de terroristes par ses prédécesseurs. Le gouvernement qu'il met en place comporte juste 22 membres, y compris lui-même, et avec 10 femmes. Le Premier ministre éthiopien estime qu'un cabinet paritaire est une victoire historique pour les femmes, qui sont moins corrompues que les hommes et qui peuvent contribuer à restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Le nouveau gouvernement est également plus diversifié sur les plans ethniques et politiques, quelques 80 ethnies et des formations politiques diverses y étant représentées. Le Premier ministre éthiopien a aussi nommé le 22 novembre 2018, l'ancienne juge et opposante Birtukan Mideksa à la tête de la National Electoral Board of Ethiopia, la commission électorale qui se chargera d'organiser les élections générales de 2020. Les premières de l'ère Abiy Ahmed qui a promis un scrutin crédible et libre, c'est un symbole politique fort envoyé en direction de l'opposition. Nous l'avons nommé pour sa connaissance de la Constitution et des lois du pays. Elle a ses opinions, comme tout le monde, mais nous pensons qu'elle agira selon la Constitution, a expliqué Abiy Ahmed devant le Parlement. Abiy Ahmed concrétise ainsi sa promesse de faciliter les réformes électorales et témoigne de la volonté politique de renforcer une commission indépendante en vue des élections de 2020. Père de réformes susceptibles de transformer en profondeur son pays, longtemps livré à l'autoritarisme, le Premier ministre égyptien Abiy Ahmed est l'artisan d'une réconciliation spectaculaire avec l'Érythrée, l'ex-frère ennemi. Le plus jeune dirigeant d'Afrique fait face actuellement à une inquiétante flambée de violence intercommunautaire dans son pays. À l'annonce de sa distinction, le lauréat du prix Nobel de la paix a réagi en déclarant que c'est une excellente nouvelle pour l'Afrique de l'Est, un endroit où la paix est une marchandise très coûteuse. Il a ajouté qu'il est sûr que cela donnera de l'énergie nécessaire pour réaliser la paix dans la région. Voilà Mireille, après donc Abiy Ahmed, le prix Nobel de la paix 2019 pour son combat, pour avoir réussi à réunir son pays avec l'Érythrée.
un pays de la Corne de l'Afrique de l'Est. Deux pays frères. Voilà, ils étaient en guerre depuis une vingtaine d'années et ces derniers ont été retenus comme ça par le prix par le Nobel, par le comité norvégien du Nobel, et aujourd'hui fait la fierté du continent africain. Mais avant de nous séparer, un tour de table pour dire quelques mots à ces personnes, à ces femmes, face à ce mois d'octobre rose. Alice. Le cancer est une réalité, mais vraiment une réalité. Et je pense qu'il faut le prendre, à la base. Et plus on le prend tôt, plus on s'en sort. Ouais. Christelle. Alors, c'est d'inciter toutes les femmes en âge de procréer à se faire dépister. Et une fois que la maladie est découverte, c'est de ne pas se décourager, mais au contraire de se lever et de combattre. Aujourd'hui, au sein de l'Institut de cancérologie, tout est mis en place pour leur accompagnement, tant sur le plan médical que sur le plan psychologique. Alors ne baissez pas les bras. On peut vaincre le cancer si on s'y prend tôt et vraiment si on s'aligne dans la ligne de conduite de cette bataille. Voilà. Et j'encourage toutes ces femmes. Mireille. Oui, selon l'OMS, le cancer est responsable d'un décès sur 6 et reste l'une des causes de mortalité les plus importantes. Pourtant, toujours selon l'OMS, on pourrait prévenir 50% des cancers. Le cancer, ce n'est pas seulement pendant le mois d'octobre rose, ou le 4 février, journée mondiale du cancer, mais le cancer, on doit en parler tous les jours, on doit pouvoir se faire dépister. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme de cette émission. Nous avons parlé des cancers parce que nous sommes au mois d'octobre, octobre rose. C'est donc ce mois qui permet comme ça de sensibiliser, de dépister les femmes pour la prévention, pour mieux lutter contre les cancers féminins, parce que le taux de mortalité dû à ces cancers féminins reste encore très très élevé à travers le continent africain. Pour nous édifier, nous avons eu des spécialistes du Cameroun, des spécialistes du Sénégal. Nous avons eu sur le plateau des témoignages, mais également nous avons été édifiés par une technicienne qui est dans un institut de cancérologie à Libreville au Gabon. Nous allons vous retrouver également dans 2 semaines avec Mireille pour un autre sujet d'actualité. Bonsoir sur la chaîne panafricaine internationale.